On va commencer par quelque chose d'un peu inattendu. Magnéto, Serge. Bonjour à tous, désolé de ne pas être là aujourd'hui. J'ai dû annuler pour des raisons personnelles. Je vais m'organiser en tout cas pour être là la prochaine fois avec les organisateurs du GEN. Et heureusement, Gaëtan Muller, mon président délégué de l'ASVEL, sera là pour répondre à toutes vos questions. En attendant, j'espère à très bientôt. Voilà. Donc, c'est très frais. Je me suis permis d'introduire ce propos en vous parlant de tout le travail qui a été fait. Ce travail, il est toujours effectif, les rencontres sont toujours effectives. Gaëtan Muller, qui est associé et président de l'ASVEL, associé de Tony Parker dans le club de l'ASVEL, est présent avec nous. Et quand je vous ai dit que cette conférence se tiendrait, GEN est un événement de contenu. Les questions que vous posez peut-être par rapport à cette thématique, on va y répondre. S'il vous plaît, merci d'accueillir Gaëtan Muller sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. C'est parti. Très bien. Alors, installe-toi. Alors, on se tutoie avec Gaëtan, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Enfin, lui, petit, je sais pas, c'est pas forcément facile de désigner petit. Un grand gaillard comme ça. Gaëtan, tu es venu de Lyon ? Oui. En direct pour tenir cette conférence-là sur l'évolution, de tout ce qui s'est passé sur les années. Alors Tony a fait 18 ans de parquet, je ne sais pas si c'est un peu la façon dont on dit les choses. Il était aux États-Unis, un pays qui a toujours de l'avance sur le business, un pays qui s'est transformé du business, qui s'est généré des opportunités tout le temps et partout à partir de tout et n'importe quoi. Ils sont très forts là-dedans, avec aussi, on sans doute, les revers de médaille qui sont avec. La première chose que je souhaiterais te poser comme question, c'est, toi, tu as été un observateur, mais tu n'étais pas sur le parquet, tu voyais peut-être encore une autre vision de la chose. Si tu avais à résumer 18 ans sur le prisme du numérique, de l'Internet, il s'est passé des choses énormes qui ont changé. Si tu avais une synthèse en 2-3 minutes à nous dire, voilà, globalement, on en est là, et ensuite on rentrera dans les détails. Très bien. Tout d'abord, bonjour et merci à tous d'être présents pour cette conférence. Simplement, c'est vrai qu'en 18 ans, en 20 ans même pratiquement de carrière de Tony, je dirais le monde a évolué, a changé. Aux États-Unis et en NBA, c'est vrai, là où le sport est roi, et il est en train d'évoluer également en France. Je dirais qu'aux États-Unis, si j'avais quelques mots à dire, je commencerais par dire que avant tout, c'est l'expérience client qui a été différente. On est passé d'un monde où, je dirais, les supporters, les fans venaient encourager uniquement leur équipe, venaient pour un résultat sportif, d'un monde où on est aujourd'hui dans l'ambition d'aller voir un spectacle vivant. On se déplace en famille. On a le jour de match, on a même des fois des événements qui se passent en dehors du jour de match. Bref, je dirais que vraiment c'est l'expérience client qui prime aujourd'hui à travers l'offre qui est démultipliée bien évidemment maintenant en comparaison d'il y a 20 ans. Et bien évidemment, l'ensemble des organisateurs, des clubs aujourd'hui tendent pour satisfaire un maximum cette nouvelle génération, mais aussi cette ancienne génération, pour faire quelque chose de qualitatif et dans le respect des règles qui peuvent être celles du sport. Je suppose que le digital, les mobiles, Internet, le web, etc., a été très très tôt pris en compte par les propriétaires de clubs, les propriétaires de salles. Ils ont exploité ça à l'américaine, c'est-à-dire au taquet. Tout à fait. Bien évidemment, les smartphones qui sont aujourd'hui monnaie courante ont été la cible numéro 1. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour un président de club, pour un organisateur d'événements, le sujet, justement, quand on parle de ses clients, donc d'un développement de revenus, d'une fan expérience, de quelque chose de particulier, le sujet, c'est home to home. Ça veut dire concrètement de la maison à la maison, de chez soi, quand on est assis devant son fauteuil, jusqu'au moment où on revient dans son club, dans sa salle, et où on a le sentiment d'être chez soi. C'est là véritablement la clé, et à travers ça, il y a plein de choses qui se passent. Un déplacement qui peut se faire en voiture, qui peut se faire en transport, un parking, une entrée, une fouille, une expérience client, j'en reviens là-dessus, à travers un parcours qui peut se matérialiser par la prise d'une boisson, du merchandising, et puis à un moment donné, l'expérience, véritablement le match. Et ce match, justement, parce qu'on veut essayer de gommer un maximum l'aléa sportif, on fait en sorte qu'il se passe bien et qu'il soit le plus interactif possible, que ce soit dans le basket, que ce soit dans le football, que ce soit dans le rugby, dans tous les sports aujourd'hui qui sont des sports de masse.
l'objectif, c'est véritablement de faire passer un bon moment. Aujourd'hui, on va dans le sport comme on va un peu au cinéma, au théâtre, avec des moments forts, des moments faibles, et faire en sorte que les moments forts du terrain restent les moments forts, et que quand il y a des moments faibles, finalement, ils soient le plus réduits possible et qu'ils soient le mieux traités possible. Si on regarde ce qui se passe en NBA, qui est quand même voilà, la ligue la plus prestigieuse au monde, et ce qui se passe en France dans les clubs sportifs, alors on peut parler de basket, mais dans tous les sports, hein. Bien sûr. Si on avait une comparaison, c'est-à-dire si tu devais dire, ben voilà, si je devais comparer l'essentiel de ce qui est vraiment très différent en termes d'exploitation, notamment du digital, aux États-Unis par rapport à la France, si tu avais 2-3 points sur lesquels mettre, alors, on a toujours l'habitude en France de se dire qu'on est en retard. On a tendance à dire qu'on prend un peu plus de temps pour apprécier la situation. C'est un peu comme ça qu'on peut le présenter. Mais si tu avais 2-3 points à nous mettre en exergue pour bien comprendre que finalement, là-dessus, il y a une vraie différence entre le là-bas qui a plusieurs années d'avance, je suppose, en tout cas c'est comme ça que je le conceptualise, et le ici dans notre pays. Je dirais tout d'abord que c'est le côté show. Le show à l'américaine, le mot entertainment, donc divertissement, c'est véritablement ce que les Américains cherchent à mettre en place. Après, je suis admiratif de ce que les Américains peuvent faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder, peut-être à dupliquer, mais ensuite c'est une question de culture. Il y a la culture américaine et il y a la culture européenne. Et donc, je suis convaincu que faire un copier-coller de ce qui se passe aux États-Unis ne serait pas forcément la bonne recette pour réussir en France. Il faut aussi prendre notre culture, notre mode de fonctionnement, nos us et coutumes en compte, et peut-être justement trouver ce juste équilibre et l'adapter. D'accord. Donc au final, il y a des choses qu'on peut comparer, puis il y a des choses où on peut toujours chercher à les comparer, et ça ne servira à rien parce que c'est inimplantable ici. Alors on va poursuivre puisque tu es président de l'Asvel avec Tony. Vous êtes en train de construire vous-même toute une arena, des stades connectés. Vous êtes sur un projet qui est assez monstrueux. On va le voir aussi très ambitieux. Vous ne pouvez pas ne pas tirer parti de cette expérience américaine, enfin ce serait dommage, et en même temps, comme on vient de le comprendre, il faut l'adapter aux codes qui sont ceux de notre pays. Donc on n'ira jamais sur le super show à l'américaine peut-être, mais est-ce que tu peux nous parler maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, maintenant qu'on a un peu brossé le sujet, sur le projet, en prenant appui sur le projet, on creusera après sur d'autres questions. Qu'est-ce qui caractérise finalement dans le centre, dans la logique de enceinte connectée, salle connectée, interaction avec le public, et comme tu dis, dans tout le parcours en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Alors, vous vous doutez bien que ce temps-là, il n'avait pas été préparé plus que ça. Gaëtan nous a ramené quelques slides un peu à l'arrache, si vous voulez, donc j'espère que ça va fonctionner. Mais voilà, ça va bien se passer. Je te laisse là prendre un petit peu plus la parole au format conférence. Tout à fait. Non, mais alors tout simplement, les slides, je vais les bouger. Simplement, voilà aujourd'hui en chair et en os, entre guillemets, les premières photos de cette arena connectée. Alors, avant de parler de cette arena connectée, je vous propose tout d'abord de parler un peu d'historique, de comprendre pourquoi on en est arrivé là, comment on l'a réfléchi et dans quel objectif. Okay. Donc, depuis 2014, Tony et moi avons repris le club de l'Asvel. Le club de l'Asvel, c'est le club numéro 1 en France, le LDLC Asvel, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est le club le plus titre de France, avec 19 titres de champion de France, 11 coupes de France. Et ce club, 72 ans maintenant dans l'élite, seul club de sport collectif à être resté dans l'élite, dans la division numéro 1 pendant 70 ans. Et ce club, c'est pas un hasard. Et ce club, moi je suis pas lyonnais à l'origine, Tony non plus, on est tous les deux originaires de Normandie, de Rouen plus précisément. Et quand on était jeunes, puisqu'on s'est connus sur les bancs de l'école et qu'ensuite on a eu l'opportunité d'être champion d'Europe ensemble en 2000, on avait un rêve. Et ce rêve, c'était justement d'avoir un jour un club à nous, notre propre club. Et l'objectif, quand on était un peu plus jeune, c'était de se dire, finalement, on aurait un club peut-être à Rouen ou à côté qui nous permettrait de faire grandir au fur et à mesure ce club et de l'emmener au plus haut niveau. Et puis on a eu cette opportunité de l'Asvel, cette opportunité dans la métropole lyonnaise, qui est la deuxième métropole de France, avec un club qui a une véritable histoire, des fans, des choses à raconter quelque part. Et quand on a repris ce club, on l'a repris donc en 2014, pour vous donner quelques chiffres, le club était 8e du championnat l'année précédente, on avait environ 500 abonnés sur une base de 5600 places dans la salle, 5,3 millions de budget. Et là, notre objectif a été clair, on s'est dit voilà, on a une base,
Et maintenant, créons des perspectives, construisons des perspectives, projetons-nous sur un double projet, un projet social et sociétal et un projet sportif et économique. Parce qu'on le sait, bien évidemment, à un moment donné, le sport business, on peut le tourner comme on veut, mais on en a besoin. Et donc, à ce moment-là, on a pris la voie de développer un projet et bâtir une équipe solide, avec pour objectif, à 5 ans, plusieurs choses. La première, c'était d'être au minimum au bout de 3 ans champion de France. C'est ce que l'on a fait et aujourd'hui, on a même été 3 fois champion de France en 5 ans. La deuxième, c'était de pouvoir générer des revenus complémentaires et supplémentaires. On avait environ 80% de spectateurs dans notre salle à l'époque et on savait que pour aller au plus haut niveau, pour passer le cap, l'objectif était d'arriver à entre 15 et 20 millions de budget, ça veut dire le triplé, voire le quadruplé. Ça passait forcément par des outils. Et ces outils, il y en avait 2. Il y avait la Tony Parker Adequate Academy, on en parlera tout à l'heure, c'est le centre de formation, même le centre de formation amélioré. Et puis on avait l'objectif d'avoir une nouvelle salle, qui soit une salle privée, une salle qui puisse nous appartenir tout en partie, et cette salle permettant de pouvoir générer des revenus, de pouvoir être connecté, de pouvoir être en avance, de gagner du temps et de nous permettre bien évidemment d'accueillir une plus grande base de fans. Et c'est aujourd'hui le pari dans lequel nous sommes allés. Donc depuis maintenant 2 ans, nous nous sommes associés au club de l'Olympique Lyonnais, cher à Jean-Michel Aulas, qui est maintenant notre associé. Et donc, à travers le projet OL et le projet du LDLC Asvel, nous avons rapproché nos idées, nous avons travaillé en commun pour venir nous intégrer dans ce qu'on appelle l'OL City, c'est-à-dire je dirais l'espace connecté de l'OL qui comporte évidemment le Groupama Stadium, mais aussi un centre de paddle, un centre médical, un hôtel, donc pas mal de choses en fait qui permettent de générer du revenu. Et à travers cela, l'objectif était d'avoir une salle multifonction, une arena. Donc aujourd'hui, cette salle, elle existe. On passera donc de 5 600 places à 13 500 places. On fait plus que doubler. Et on a pour objectif demain de pouvoir concourir dans ce que l'on appelle l'Euroleague, dans le football, l'équivalent de la Ligue des Champions. C'est la taille du stade qui fixe les possibilités, c'est ça? Complètement. J'allais dire qu'aujourd'hui, on est en période probatoire. L'Euroleague, c'est l'équivalent, c'est la 2e ligue de basket au monde, l'équivalent après la NBA. Et donc, il y a 18 clubs qui ont été choisis. Il y en a 11 permanents, donc je peux en citer quelques-uns, le Bayern de Munich, l'Étoile Rouge de Belgrade, le Real de Madrid, FC Barcelone, CSKA Moscou, Maccabi Tel Aviv, c'est la cour des grands. Et donc là-dedans, grâce à notre projet, grâce à notre développement, parce qu'aujourd'hui on est quand même passé donc, de 5,3 millions de budget en 2014 à 12 millions aujourd'hui, on a réussi à avoir une période probatoire de 2 ans. On y était en 2019-2020, ça s'est plutôt bien passé. Et dans cette 2e année qui commence, on va être jugé bien évidemment sur plusieurs points, les résultats sportifs. C'est un premier point. Le deuxième, ça va être la capacité économique à nous développer. Et cette capacité économique, elle vient à travers une salle nouvelle, une salle connectée, une salle où on est capable d'emmener un public et d'aller voir plus large que le spectre du basket simplement. Alors, quand on parle de salle connectée, rentrons dans le détail, c'est quoi une salle connectée? Parce que est-ce qu'il y a de la connexion? On sait qu'à certains moments, on va avoir un pic, on va avoir 13 000 personnes qui vont être connectées. Est-ce qu'il y a de la 4G? Est-ce que c'est du Wi-Fi? Comment les personnes interagissent? Il se passe quoi dans cet espace qui reçoit du public qu'on peut qualifier de connecté et pour produire certes un effet qui est un effet sur le chiffre d'affaires, mais aussi un effet, si j'ai bien compris, sur l'expérience utilisateur, l'expérience du client. Tout à fait. Si tu avais quelques éléments à nous mettre en perspective, pour dire, voilà, il faut passer là-dedans, voilà les difficultés peut-être, parce qu'il y a aussi des obstacles, ça doit pas être simple, et puis après il y a peut-être des investissements qui coûtent tellement cher qu'ils ne rapportent pas finalement à hauteur de le fameux retour sur investissement qu'ils ne rapportent pas. Donc si on pouvait brosser comme ça quelques éléments de ce que c'est que la salle connectée de l'Asvel. Alors, il y a la salle connectée de l'Asvel et je parlerai de manière générale ensuite des salles et des stades connectés. D'accord. L'exemple idéal, c'est l'Allianz Arena, au Bayern de Munich. Aujourd'hui, l'Allianz Arena est un modèle du genre. On parle de connecter directement, d'être connecté dans quelques temps directement à la 5G. Et donc, il y a un travail, il faut le savoir, quand on développe ce type d'arena, il y a un travail main dans la main, évidemment, avec le territoire et les collectivités, puisqu'il y a un intérêt, évidemment, pour les collectivités et pour le club qui accompagne, de pouvoir travailler main dans la main et de pouvoir évoluer. Alors, à travers ça, qu'est-ce que c'est qu'un stade connecté? Effectivement, c'est un stade où, de manière naturelle, on peut utiliser Internet, c'est déjà la base. Et puis donc ensuite, ça veut dire une connexion Wi-Fi pour tout le monde? Oui, déjà, ça commence bien normalement. Tout à fait. Oui, et cela,
que l'on soit 10 dans la salle ou qu'on soit 13 000. Et l'exemple, pour se rapprocher, tout à l'heure je parlais du Bayern de Munich, mais le Groupama Stadium donc à Lyon, aujourd'hui, le stade de l'OL, c'est 60 000 places et c'est 60 000 personnes potentiellement connectables au même moment. Wesh. Et ça, c'est un vrai sujet et une vraie évolution. Une fois qu'on a ça, ça permet d'interagir. Qu'est-ce que le client attend? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que le fan attend? Bien évidemment, de voir un résultat sportif, mais aussi de se sentir au plus près de l'action. Alors, on a tout un tas de startups. Je vais en citer une, notamment Vogo. On en a entendu parler. Voilà, donc Tony est un des membres du conseil d'administration. Il a investi dans cette startup. Cette startup Vogo, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet, c'est une application finalement qui permet de pouvoir voir les choses en temps réel, voire de les revoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'application Vogo permet, à travers un stade ou une arena qui est équipée de multiples caméras dans différents sens, de pouvoir regarder. On a un match de foot, on parle entre amis, on a mal vu, pas trop bien vu, on veut revoir son but, et on peut le regarder, on peut le remettre en arrière, on peut le mettre au ralenti, on peut zoomer. Bref, c'est tout un tas d'applications qui permettent de revenir et de revivre quelque part l'expérience. Y compris dans les temps creux finalement dont tu parlais tout à l'heure, où c'est peut-être un peu moins, et dans ce cas-là on peut revenir sur l'action du premier quart-temps. Premier quart-temps, première mi-temps si c'est du football, si c'est du rugby, dans tous les sports, finalement, c'est duplicable et adaptable. Et ça, c'est une des expériences intéressantes que l'on propose, que l'on met en place, qui est directement connectée à votre téléphone et qui est quelque chose, bien évidemment, d'intéressant. Également pour les annonceurs, parce qu'à travers tout ça, il y a un peu de publicité, mais qui est tournée de manière assez intelligente pour que ce soit bien fait. Des offres promotionnel. On peut aussi, à travers le smartphone, commander. Donc, si vous êtes à votre place, vous pouvez derrière commander votre boisson, commander votre repas. Qui est servi directement. Qui est amené directement. Donc, il y a une gestion des flux, finalement, là derrière aussi. Quand on est patron de salle, on sait que les flux, c'est parfois pas simple. Donc, en fait, ça agit à ce niveau-là aussi. C'est la clé. C'est la clé parce que quand je parlais tout à l'heure du home to home, finalement, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent aller vite et pouvoir passer du temps de qualité. Oui. Donc quand vous avez un itinéraire parce que vous avez l'application Waze qui est directement connectée à votre stade, vous gagnez un petit peu de temps, il y a des raccourcis en fonction de l'endroit où vous allez, si toutefois vous y allez en voiture. Quand vous avez les transports qui aussi vous sont proposés, connectés, avec une possibilité d'achat de billets directement sur votre application, vous gagnez du temps. Quand vous arrivez, que justement votre place de parking est prête, qu'elle est reliée, que vous ne perdez pas de temps finalement au contrôle, ou peu, parce qu'il en faut quand même un minimum, ça aussi c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, je vais parler de quelque chose qui est très important, c'est le CRM. C'est finalement la capacité à travers l'outil digital de connaître, de vous connaître, de savoir qui vous êtes, ce que vous aimez surtout, et de pouvoir vous servir un maximum de choses. Frédéric, si toi tu aimes le coca et que, c'est peut-être pas un bon exemple, l'eau, c'est pas grave, et que tu as envie de voir plusieurs grosses affiches, mais pas forcément l'ensemble du championnat, tu as la possibilité de devenir quand même abonné. Et aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire la gestion en temps réel, un peu comme dans les aéroports de ta place, tu peux tout à fait être prévenu quand l'Asvel joue contre le Bayern de Munich. Toi, tu peux te rendre à ce match-là, tu es content, on sait que ce match-là, tu vas en garder un souvenir, tu vas venir avec tes enfants, on connaît la taille de tes enfants, tu vas pouvoir avoir un maillot qui t'est proposé, des remises sur ce maillot qui vont être proposées, des moments forts et de l'interaction aussi avant et après match. Et puis, le match d'après, je ne vais pas citer de nom d'équipe, ce serait peut-être dégradant, mais en tout cas, le match d'après ne t'intéresse pas forcément. Mais pourtant, tu es toujours un supporter et tu as toujours envie de vivre ton expérience. Écoute, ce n'est pas un problème. On peut te proposer aujourd'hui de revendre ta place, de récupérer, de monétiser finalement ton abonnement et te permettre à quelqu'un d'autre qui, lui, serait plus intéressé ou lui aurait la possibilité de venir sur ce match, de prendre ta place. Et finalement, cette même personne, demain, on va la connaître, on va apprendre à savoir ce qu'elle aime, comment elle fonctionne, et lui permettre aussi d'avoir un service, entre guillemets, top et idéal pour elle. Voilà ce qu'est aussi la digitalisation. Donc un même siège peut être finalement le siège de plusieurs abonnés en fonction de la façon dont ça s'imbrique, et tout ça, derrière, c'est quand même de la data. Donc je pense un petit peu d'intelligence informatique. Avant de parler, j'aimerais, après qu'on parle du naming, mais il y a ce phénomène d'essayer d'amener la famille plutôt que le supporter purement sportif. Il y a ces jeunes aussi, quelque part, qui sont là, qui sont plus que des consommateurs. Ils ont l'ADN, ils sont piqués au digital, oui. Qui seront demain, d'ailleurs, les supporters de demain, mais aussi aujourd'hui les porteurs de communication, finalement, de tout ça. Ces jeunes-là, cette fidélisation que vous faites vis-à-vis d'eux,
la façon aussi quelque part dont ça peut toucher sur le recrutement, peut-être dans les clubs dans lesquels l'Asvel va peut-être aspirer pour son centre de formation. Comment la cible jeune, elle est travaillée pour rendre possible l'apport d'une famille plutôt qu'un spectateur individuel? Bien sûr, c'est ce que j'ai mis sur ma slide, c'est ce qu'on présentait. En fait, aujourd'hui, on parle d'expérience jour de match et hors jour de match. Alors bien évidemment, la clé, ça reste quand même le match, on veut le voir, mais puisqu'on veut encore une fois, comme je le disais en introduction, réduire la sensation de déception de l'aléa avec l'aléa sportif, oui. On essaye de proposer des choses différentes aux personnes. Alors ça peut être des repas, des activités pendant la journée, des concerts, du show, des soirées. Je prends l'exemple, par exemple, du American Airlines, de la American Airlines Arena, qui est à Miami. Bah, par exemple, eux, ils proposent une boîte de nuit à l'intérieur même de la salle après match. D'accord. Donc, le jeune ou le moins jeune qui a envie de s'amuser, même de rencontrer, il y a des rencontres qui peuvent se faire avec Tinder et d'autres choses. Nous, on n'en est pas là, on ne va pas si loin. Okay. Mais en tout cas, il peut y avoir des choses qui peuvent être proposées et en fait permettre d'attirer, en fonction de ce que l'on aime, les gens. Et surtout, parce qu'on parle de ces jeunes, de ces millénials finalement, mais l'objectif finalement, c'est d'essayer à travers une offre diversifiée, de satisfaire l'ensemble, c'est-à-dire le papa, voire le grand-père, jusqu'à la maman, les enfants, et que tout le monde, à travers, à un moment donné, une journée ou une après-midi ou une soirée, puisse se retrouver soit dans le match, soit dans une activité qui lui parle et qui lui plaise. D'accord. Alors, ça coûte un peu d'argent tout ça. Tout le monde n'est pas forcément en capacité d'investir autant, et puis ça nécessite de l'accompagnement technique. Et donc il y a une originalité sur l'aréna que vous construisez, c'est ce partenariat naming, mais pas que, avec LDLC, qui est un fabricant ou un réseau de revente de matériel informatique, qui vous ont accompagné au-delà simplement d'afficher un nom qui était le prix à payer pour être financé. Tout à fait. Alors, juste pour petite précision, LDLC n'est pas namer de l'enceinte directement, c'est le namer de notre club. Mais à travers ça, c'était très important pour nous. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, LDLC est notre partenaire fidèle, notre partenaire principal depuis maintenant 2012, donc pratiquement 8 ans. Ouais. Et on a signé en 2019 un partenariat sur 10 ans de naming, c'est-à-dire qu'on a associé notre nom, Asvel, à l'entreprise LDLC, pour plusieurs raisons. Bien évidemment, c'est une manne financière supplémentaire et c'est quelque chose d'intéressant pour le club, on ne va pas se mentir, mais au-delà de ça, c'est une entreprise high-tech, donc qui vend des produits informatiques et autres, et avec laquelle on s'est associé et on réfléchit de manière globale. On a différentes boutiques, donc demain dans la nouvelle Arena, on peut envisager des boutiques LDLC. On a un vrai travail là aussi sur le CRM et sur la base client que l'on partage. On a un sujet qui est le e-sport dans lequel on s'est associé. Donc aujourd'hui, LDLC est le club, en tout cas l'entreprise numéro 1 en e-sport. Et aujourd'hui, il y a un naming qui s'est fait entre LDLC et OL. Donc la team s'appelle LDLC OL e-sport. Donc autour de tout cela, on a pu monter un certain nombre de choses autour de la communication, autour de l'entertainment, qui sont très forts. Et je pense que là-dessus, Laurent de la Clergerie, qui est le président fondateur de cette entreprise, a été visionnaire, parce qu'il a compris très vite que notre objectif était de se développer autour des objets connectés, autour du digital. Et lui, dans son accompagnement, dans son expérience qu'il propose à ses clients au quotidien, a trouvé en nous quelque chose de fort, et je pense avec des valeurs qui sont communes et qui nous permettent ensemble de grandir. D'accord. Alors ça, c'est pour le sport. Si on élargit finalement, quand c'est une salle connectée, ça peut être des artistes, ça peut être des performeurs, ça peut être des spectacles. Tout ça, c'est des talents, finalement. Est-ce que c'est vraiment un outil de ressources humaines aussi, finalement, quelque part ? Est-ce que ça complémente en tout cas l'action RH pour recruter les talents, les repérer et puis finalement les séduire et les insérer peut-être dans l'académie? Je ne sais pas si c'est... Bien sûr. Alors il y a deux choses. Tout d'abord, pour revenir un petit peu aux sportifs, oui. En tant que club, avoir un outil moderne, un outil connecté, proposer un certain nombre de services, on en revient toujours à cette notion de servicing, autour de choses qui peuvent être intéressantes et qui font la différence, parce que finalement c'est les détails qui font la différence, c'est quelque chose qui attire. Aujourd'hui, je prends l'exemple chez nous de quelque chose qui se fait aux États-Unis et que l'on a un petit peu dupliqué. Je pense à la Family Room. La Family Room, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un espace dédié aux familles des joueurs, dans lequel ils ont une garderie, dans laquelle ils
ils ont un service de conciergerie dans lequel ils ont un certain nombre de services qui permettent aux joueurs, quelque part, d'être tranquilles, de dire que ses enfants, sa femme, les gens qui suivent et qui l'accompagnent au quotidien, qui font que sa performance également est meilleure, ces gens sont protégés, entre guillemets, sont dans de bonnes conditions pour vivre le match. Donc ça, c'est un exemple, un exemple de sujet que l'on peut mettre en place. Et puis, à travers l'académie, là, c'est pour parler des plus jeunes, effectivement, le côté performance, tout à l'heure, on parlait de Vogo. Mais la Vogo, c'est très bien pour les fans, mais c'est aussi très bien pour les joueurs, parce qu'on peut revenir sur les actions. Les entraîneurs utilisent Vogo en permanence, au quotidien, dans les entraînements pour être plus précis. Bien sûr, le geste, voilà tel geste, voilà ce que tu dois reproduire, voilà comment tu dois faire, voilà l'action que tu as menée, je te la mets en zoom, je l'agrandis, je montre quelque chose que tu dois atteindre. Ça aussi, c'est des petits détails et c'est des choses dont les joueurs sont friands parce que finalement, c'est l'optimisation de la performance et c'est des choses que les joueurs adorent. Alors, ceux qui me connaissent vont me dire que je vends le numérique, mais c'est un peu mon boulot de président. Finalement, sans le numérique, tu te retrouves avec une enceinte qui est certes moderne, etc., mais toutes tes interactions sont ralenties, sont moins performantes, ça permet d'aller moins loin, tu n'as pas la data. Donc aujourd'hui, quand on veut vraiment bâtir un projet, il faut insérer dans l'ADN du projet, finalement, le digital, de manière à en tirer parti à chaque centimètre carré, et chaque opportunité doit être saisie pour pouvoir basculer dans un nouveau monde. Mais ça veut dire que qu'est-ce qu'ils font les autres ? Ceux qui ne peuvent pas basculer, ceux qui n'ont pas encore basculé. Alors je sais qu'à Metz, ici, on a un centre de formation au niveau du FC Metz qui est construit autour de cette logique-là. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés en digitalisation. On le saura peut-être à l'avenir. Mais aujourd'hui, quelque part, par rapport à un patron de salle qui pourrait être ici sur un siège, qu'est-ce qu'il peut faire s'il n'a pas cet investissement, s'il n'a pas cette nouvelle salle ? Est-ce qu'on arrive à ajouter de la connexion à l'intérieur malgré tout ? Est-ce qu'on arrive à extraire une partie, même si ce n'est pas parfait, même si les murs, entre guillemets, ou les distributeurs de boissons ne sont pas connectés, les parkings peut-être pas connectés, si c'est sans espoir ou c'est une construction qui peut être très vite portée, ça prend du temps ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça ? Je dirais tout d'abord que rien n'est impossible. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut tendre et se dire que l'objectif, c'est de se développer autour du digital. Et je referai un point là-dessus d'ailleurs, parce que tout n'est pas parfait dans le digital, mais simplement, c'est quelque chose d'important. Pour autant, je prends d'autres exemples. Aujourd'hui, on joue dans une salle qui s'appelle l'Astrobal, qui a été construite en 1995. Donc, à l'époque, autant vous dire que ce n'était pas forcément pensé pour être digitalisé, et dans laquelle on ajoute au fur et à mesure des sujets, et on n'a pas forcément d'énormes moyens pour le faire, mais on essaie de faire grandir notre salle et de lui permettre d'avoir un écran géant déjà, interconnecté avec les fans pour qu'ils puissent interagir pendant les cartons, pendant les matchs. On essaie de mettre de l'animation à travers les temps morts, à travers des jeux. On peut aussi, même si on ne sert pas tout le monde à sa place, avoir une stratégie de ce que j'appelle food and beverage, donc là, tout ce qui est boisson et repas qui soient optimisés, par exemple à travers l'arrêt du paiement par cash, mais directement avec des bitcoins qui permettent de gagner du temps. Donc il y a plein de choses que l'on peut mettre en place, plein de choses qui sont possibles aujourd'hui, et mon discours n'est absolument pas pessimiste pour les personnes qui ne pourraient pas faire le grand saut du digital. Je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place. Et puis le digital, je pense que c'est là-dessus que je voulais aussi dire, c'est que le digital est un formidable outil, mais il ne faut surtout pas qu'il prenne le pas sur l'humain. Et je pense qu'il faut que le digital soit la clé de la proximité et non pas de l'éloignement. Donc là-dessus, quoi qu'il arrive, l'humain restera principal, et même si on n'a pas de digital, avec de l'humain, on peut toujours arriver à faire des choses. On est d'accord. En même temps, je suppose que vous avez des retours par rapport à ces différents niveaux d'expérience que vous proposez. Les gens sont demandeurs, très demandeurs, ou finalement c'est un petit plus. Comment le témoignage se fait ? C'est-à-dire, on vous dit ouais, c'est top, on vous dit ouais, ok. Ça dépend. Non, les gens apprécient. Après, autour de ces mots, c'est des mots un peu qui font rêver. Le digital connecté, qu'est-ce que c'est finalement une salle connectée ? On peut mettre plein d'adjectifs autour de tout cela. Je pense qu'il faut rester raisonnable. Il faut accompagner les gens pour leur permettre de vivre une expérience. Il y a un sujet qui est le money can't buy. Le money can't buy, c'est finalement ce que l'argent n'achète pas. Ouais. C'est l'expérience. C'est l'expérience, la réalité. Je prends l'exemple de quelque chose qui n'est pas directement quelque chose de digital, mais qui est top, c'est les courtside. En basket, qu'est-ce que c'est les courtside ? C'est le fait d'être sur le terrain. Vous avez la possibilité, en fait, d'être directement au bord du terrain. Alors,
je vous l'accorde, en période de Covid, c'est pas forcément idéal, mais pour autant, dans une période dite normale, de pouvoir être directement, d'avoir son siège sur le bord du terrain et que potentiellement il y ait un joueur qui puisse vous sauter dessus. Bon, pour certains ça peut effrayer, pour d'autres ça peut être sympa et on vit véritablement une expérience assez unique. J'ai un exemple aussi de Money Can't Buy avec l'Accor Hotel Arena. Le groupe Accor, le groupe hôtelier Accor, a mis en place une expérience assez incroyable dans laquelle d'ailleurs Tony a participé. Ils ont une loge, donc à l'Accor Hotel Arena de Bercy, dans laquelle on peut voir son match dans un lit, dans une chambre d'hôtel. Ils ont créé en fait à travers la loge une véritable chambre d'hôtel et vous êtes allongé, vous suivez votre match en direct avec vue plongeante directement sur le match. Et donc pour la petite histoire, sur le match NBA qui s'est joué à Paris en janvier dernier, Tony a participé à l'expérience Money Can't Buy à Accor et il est venu rendre visite en surprise aux personnes qui vivaient justement cette expérience dans la chambre. On ne peut pas être tranquille. Hein. On ne peut pas tout avoir. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont, je crois, assez intéressantes et qui sont, encore une fois, de l'expérience et du rapprochement et de la proximité. Alors, on va parler un petit peu aussi de l'avenir, finalement, parce qu'il y a deux choses qui me titillent un peu comme question. La première, c'est de savoir c'est quoi le next step, c'est quoi le step d'après sur ce projet, s'il existe déjà et que ce n'est que, finalement, une marche, certes conséquente, d'un escalier. La deuxième chose, et je voudrais commencer par ça, parce que c'est peut-être une question qui est assez essentielle. Aujourd'hui, les quadras, il y en a dans la salle, sont capables de jouer aux jeux vidéo jusqu'à 3h du matin, comme quand ils avaient 18 ans, ce qui n'est pas forcément super pour le boulot le lendemain, mais enfin bon, n'en parlons plus. On est quand même sur une génération qui vieillit, qui elle est connectée, et les nouvelles générations, n'en parlons pas. Est-ce qu'il est possible demain de continuer à exploiter une salle sportive ou une salle de spectacle ou une salle comme celle-ci sans la rendre connectée, sans créer cette expérience et l'ajouter? Est-ce que finalement il y a le choix? C'est une vaste question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on a l'opportunité finalement et l'envie de créer, en tout cas, une nouvelle salle, il me semble compliqué de ne pas penser à la connecter. Ce serait dommage. Finalement, elle serait has-been avant même d'être créée. Donc, c'est un vrai sujet. Et comment ? Déjà, les nouvelles salles, mais même les anciennes, finalement, Oui. Il faut y aller. Oui, il faut y aller. Il faut y aller. Après, encore une fois, je le disais, il y a des budgets importants, donc tout le monde n'a pas le même budget, et ça, il faut le respecter. Mais je pense que de tendre vers cette expérience client, c'est quelque chose auquel on ne pourra pas échapper, finalement. Ouais. On peut toujours se dire c'était mieux avant, le discours de dire finalement avant on était de vrais fans, on ne pensait qu'à chanter et à supporter. Oui, c'était sympa et c'était bien, je ne le critique pas et j'en faisais partie. Pour autant, on est obligé d'avancer un minimum avec son temps et justement ce fait de pouvoir assister à un vrai show, à un événement, doit pouvoir aussi aller avec son temps et permettre des choses encore nouvelles. À l'ère du Netflix, à l'ère du choix multiple finalement entre les concerts, les spectacles, la télévision, rester devant son poste de télévision, jouer à la console, il faut que la salle, ça soit finalement la grand-messe qui réunisse un maximum de monde qui soit réuni autour d'une expérience. D'accord. Et donc, il y a peut-être 15-20 ans, on s'est dit que la prochaine étape, ce serait la digitalisation des espaces connectés. Et alors aujourd'hui, on se dit déjà ce que sera le coup d'après, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans une fois que tout ça se sera posé, que Vogo ce sera finalement devenu habituel d'utiliser ces interactions, que ça va se multiplier dans les salles de spectacle, dans les salles de sport, etc. On sait déjà cette tendance vers où on peut aller? Alors lire dans l'avenir, je ne le sais pas en tout cas. Pour autant, je pense encore une fois que c'est la réalité augmentée. Je crois beaucoup à la réalité augmentée. Ouais. En fait, encore une fois, l'expérience, faire en sorte que, parce qu'il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, plus on avance, plus les clubs se professionnalisent, plus finalement, c'est vrai qu'il y a d'argent autour de tout ça, on peut le dire. Oui. Plus les joueurs ont un niveau important et sont capables d'avoir vraiment une carrière assez unique. Et il faut être réaliste, tout le monde ne sera pas Ronaldo, Tony Parker, Teddy Riner ou autre Kylian Mbappé. Et pour autant, on a tous envie de pouvoir vivre ce qu'ils vivent, d'être à leur place. Et à mon avis, il y a peut-être déjà des choses qui se mettent en place sur des électrodes, des expériences un petit peu de vécu directement à la place peut-être de l'athlète. Et je pense que réunir 13 000 ou 60 000 personnes qui vivent en même temps la même chose, ça peut être encore un peu compliqué. Mais dans le futur, je pense que vraiment ce côté sensation va s'augmenter et va être une vraie clé pour l'expérience de demain. On continue sur l'expérience. De toute façon, on est dans l'ère de l'expérience utilisateur. Tout à fait. Très bien. Gaëtan,
je te remercie beaucoup d'avoir fait ce déplacement dans le contexte qu'on connaît. C'est pas forcément facile. À toutes et tous, à un moment ou un autre, alors là, il va être embringué dans un temps presse, mais il sera là encore en début d'après-midi. Si vous avez envie d'interagir avec lui, il sera probablement en déambulation ou sur un stand ou avec nous. En tout cas, vous avez les équipes pour poser la question. Surtout si vous avez envie d'interagir sur cette matière-là, mais peut-être sur d'autres matières, que sais-je. On a vu ça ensemble. Alors il va repartir assez tôt dans l'après-midi, donc il ne va pas falloir attendre trop longtemps. Sur ce qui est du reste de la journée, c'est encore énormément de contacts qui vont se passer. Il y a plein de conférences, et on est derrière au moins à la 15e conférence de la journée qui se déroule. Donc n'hésitez pas à continuer cette interaction. N'oubliez pas que nos exposants et nos partenaires sont là, que vous avez la zone restauration en bas, etc., qu'il y a un petit peu de monde partout. Restez bien entendu en sécurité sanitaire, parce que ça, c'est de saison. On se reverra avec Tony. Oui, c'est une promesse qui sera tenue. C'est son associé qui le dit, promesse tenue, c'est qu'un report de date avec la frustration qui va avec, mais c'est pas grave, parce que pour nous, l'important, c'était de répondre à cette question, parce que c'était ça l'enjeu. Merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement, merci beaucoup de rester encore avec nous pour une partie de cette journée, et à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée, si vous voulez bien applaudir la présence de Gaëtan. Merci. Merci Gaëtan.